Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. C'est le même scénario à chaque épisode de forte pluie. La route du fond de la vallée de la Punaru est emportée par la rivière en crue, bloquant la cinquantaine de personnes vivant à cet endroit. Se rendre au travail, faire des courses ou laisser passer les services d'urgence devient impossible, à moins de circuler à pied ou en deux roues. 600 logements sociaux par an, c'est bien, mais c'est encore largement insuffisant quand 4000 Polynésiens attendent un toit décent depuis des années, 7 ans d'attente en moyenne à l'OPH, et à condition de remplir les critères sociaux. L'attente aussi et la déception, parfois des associations défendant le cannabis thérapeutique. 6 mois après le vote de la loi, le texte n'est toujours pas appliqué. Il resterait trop restrictif selon certaines d'entre elles. Et pour en parler de tout cela, le président du pays, Moetai Brotherson, est l'invité de ce journal, très attendu sur des réformes de fond. Il nous dira si 2025 sera l'année du changement. Et puis la rubrique Fénois d'avant du dimanche nous replonge en 1998, le jour de l'épiphanie. Il y a 26 ans, les gourmands retrouvaient déjà les galettes classiques, mais vous le verrez, pas encore de touche locale ni fruitée, comme aujourd'hui. On commence donc avec ces familles de la vallée de la Punaru. À Punauia, de nouveau bloquées. Une portion de l'unique route de la vallée a été emportée par les fortes pluies de ces derniers jours. Seule possibilité pour les riverains, emprunter un petit sentier de fortune à pied ou en deux roues. Rohan Potoru, Hubert Liao. C'est le résultat de la dernière crue au fond de la vallée de la Punaru. 150 mètres de route emportés par les eaux. Seule possibilité de passage en deux roues ou à pied sur ce petit sentier, dernier vestige de l'ancienne route. Un scénario récurrent après chaque forte pluie. Quand on a su que la route était cassée, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit pour le travail, pour l'école qui va bientôt commencer. Donc du coup, c'est rebelote comme l'année dernière qu'il fallait maintenant s'organiser un peu plus. C'est-à-dire pour les courses, tout ça, pour les déplacements, pour les enfants, pour l'école, on est vraiment pénalisés. J'estime qu'avec les moyens d'aujourd'hui, les moyens technologiques, on est en mesure de le faire. Après, je comprends toutes les contraintes, le coût des travaux, etc. Mais voilà, il faudrait que ça se fasse une bonne fois pour toutes et qu'on n'ait pas à vivre ça tous les ans. Pour certains habitants, le problème pourrait être évité si on empruntait à nouveau le tracé de l'ancienne route proche de la montagne. La route d'origine, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, mais on ne nous laisse pas passer. Là, la route, elle est sur la rivière, elle n'est pas... Ce qui fait quand la rivière arrive, elle prend son chemin. Nous sommes au XXIe siècle, c'est inadmissible que les solutions ne peuvent pas être là en moins de 24 heures. Là, c'est depuis le 2 décembre. Nous sommes 2, 3, 4. Au bout de 3 jours, il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas eu de signalement également. Je trouve inadmissible parce qu'il y a eu un hélicoptère qui a survolé la zone vendredi matin. Elle a vu quand même la route effondrée. En attendant une réponse des autorités compétentes, les familles s'organisent du mieux qu'elles peuvent. Toutefois, l'inquiétude demeure et il y a de quoi. Ces images amateurs des dernières crues parlent d'elles-mêmes. La rivière commence aussi à menacer la sécurité des habitations placées en amont de la vallée. À l'aube d'une nouvelle année, 4000 Polynésiens font le vœu d'avoir tout simplement une habitation décente. 4000 demandes de logement social sont en souffrance dans les cartons de l'OPH, alors que seulement 600 sortent de terre chaque année. C'est peu, trop peu. À ce rythme, il faudrait presque 7 ans juste pour satisfaire les demandes en attente. Le point avec Mélissa Chong et Hubert Liao. Diego est plus que satisfait de sa nouvelle maison. Après avoir vécu 10 ans enfarré au péage dans le quartier de la Mission, depuis le 27 avril, il vit dans cette habitation flambant neuve, composée de 3 chambres et d'une cour extérieure, le tout dans une résidence au péage sécurisée. Plus de confort donc, même si le loyer a triplé. Là où j'étais avant, c'était trop petit pour nous. C'était une F3. Et là, dans ce nouveau lotissement, donc, j'ai pu avoir un logement à F4, à 3 chambres. Et surtout que mes enfants, aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont pris de l'âge. Si le dossier de Diego a été rapidement pris en compte de par sa situation familiale et son handicap, 4000 demandes de logements sociaux sont toujours en attente.
La difficulté aujourd'hui, on le connaît tous, il y a aussi le problème du foncier qui se raréfie. La problématique pour nous également est de pouvoir permettre de maintenir des financements pour maintenir justement ce niveau de production. Là, sur 2025, on prévoit de livrer 250 logements et on prévoit également de livrer autant de farés, voire même 500 farés sur 2025. Bien entendu que ces chiffres-là ne permettront pas de répondre à l'ensemble de la demande, des 4000 demandes. Les loyers impayés représentent 30% des habitations au PH, ce qui occasionne un manque de 500 millions de francs pacifiques chaque année, une difficulté qui met en péril la délivrance de nouveaux logements sociaux. Je pense que c'est quand on est en règle au niveau des loyers, ça permet à l'OPH d'ouvrir, d'acheter des terrains, de construire encore d'autres logements et de donner ça aux familles qui ont le besoin d'avoir un logement aujourd'hui. Près de 600 logements sortent de terre chaque année, soit 200 habitations en résidence et 400 farés au PH, ce qui représente un budget de 10 milliards de francs pacifiques. Moïté Broderson, bonsoir. Yorana et bonne année à tous. Bonne année, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On l'a vu, 7 ans d'attente en moyenne pour un logement social. Dans le parc privé, l'accession à la propriété est devenue un luxe quasiment inaccessible. Le gouvernement vient de baisser les frais d'enregistrement chez les notaires. Est-ce que ça va permettre, d'après vous, à pouvoir se loger décemment ? Il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait un bouton unique sur lequel on pouvait appuyer pour résoudre tous les problèmes de logement, ça se saurait. Donc c'est un ensemble de mesures. C'est que ça s'empire au fil du temps. C'est un ensemble de mesures qui sont prises. D'abord au niveau de l'OPH, il convenait, avant de remettre de l'argent dans cet établissement, de s'assurer qu'il y avait un plan d'appurement de la dette, un plan de reprise de l'OPH qui a été présenté, ce qui est le cas avec la nouvelle direction. Donc maintenant on peut remettre des subventions conséquentes dans l'OPH, ce qu'on n'a pas voulu faire quand on est arrivé, puisqu'on n'avait aucune garantie que cet argent allait être bien utilisé. Cette année, nous avons pour ambition d'atteindre, au travers d'un collectif, jusqu'à 400 logements en collectif, en groupé, je veux dire, et 500 à 600 farés, donc ce qui ferait un total de 1000 logements. Sur les 4000, on s'en fait plus de 4000 parce que c'est 4000 demandes en groupé et 3000 en faré au PH. Donc c'est un total de 7000 qui s'accumulent depuis, on va dire, les années 2007-2008. Il y a ce volant comme ça qui se transmet d'année en année. Alors, il y en a certains qui sont logés, il y a des nouveaux demandeurs qui arrivent, c'est assez complexe. Nous avons également voté cette année, nous avons inscrit 500 millions pour l'OPH pour lui permettre de disposer finalement de fonds pour acquérir du foncier quand il se présente, parce que souvent ça arrive, il y a un foncier qui est disponible, mais le temps que l'OPH obtienne les fonds pour l'acquérir ou que le pays le fasse pour le compte de l'OPH, le privé finalement s'est déjà emparé de ce foncier. Donc on a prévu cette année 500 millions pour l'OPH pour qu'il puisse se constituer des réserves foncières. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures qui vont dans le bon sens. Alors on l'a vu tout à l'heure, la route cassée dans la vallée de la Punaru qui est de compétence du pays. Alors non. Alors c'est ce que nous répond la mairie. Non, c'est pas de compétence pays. Ce n'est pas sur des terrains qui appartiennent au pays. Ce sont des terrains privés. C'est une route qui a été tracée par un privé. Donc ce n'est pas de compétence du pays. Néanmoins, nous allons nous rendre demain avec le ministre des Grands Travaux sur le site pour voir exactement de quoi il en retourne, pour également rencontrer le propriétaire de l'entreprise. L'entreprise qui est propriétaire de ce tronçon de route qu'empruntent ces riverains, qui eux-mêmes, des informations dont je dispose, ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles ils résident. Donc vous voyez, c'est une situation compliquée. D'une manière générale, on voit bien que l'urbanisation un peu erratique confirme un petit peu qu'à chaque fois, il y a un écoulement des eaux qui n'est pas correct. Est-ce que ça veut dire que les îles du Vent, et en particulier Tahiti, sont condamnées à chaque saison des pluies à subir des dégâts ? Je pense qu'il faut respecter la nature, il ne faut pas se croire plus fort que la nature et que nos ancêtres habitaient à certains endroits et n'habitaient pas à d'autres pour de bonnes raisons. Donc à côté de ça, ce sont des problématiques complexes parce que moi, en tant que président du pays, je n'ai pas le droit de mettre un sou d'argent public sur un terrain privé. Ça s'appelle un détournement de fonds publics. Donc il y a des solutions qui existent, c'est le transfert de certaines portions, soit à la commune, ce qui semblerait naturel puisque c'est la voie d'accès vers les bassins d'eau
de la commune, parce que le pays, lui, n'a pas finalement d'infrastructure dans cette zone-là, soit vers le pays, mais tout ça, il faut l'examiner de manière très précise et très sérieuse, qu'il faut pouvoir le motiver. Merci, on vous retrouve dans un instant pour parler cannabis thérapeutique, puisque 6 mois après le vote de la loi sur la légalisation du cannabis thérapeutique par l'Assemblée, le texte n'est toujours pas appliqué. Les associations concernées ont été invitées à travailler sur ces décrets d'application, mais leurs avis sont partagés entre avancées et manque d'envergure de la loi. David Chang, Dylan Fels. À quelques semaines d'appliquer la loi sur le cannabis thérapeutique, le gouvernement joue la carte de la sûreté. C'est un premier pas vers le développement de la filière en Polynésie, mais l'exploitation locale du CBD, composé thérapeutique du chanvre, nécessite une phase de recherche pointue qui ne peut pas se faire précipitamment, assure le président de l'association Onoea. Nous, médecins, nous sommes pour la sécurité absolue de cette filière. Il nous faut des principes actifs de qualité thérapeutique. Donc ce sont vraiment des produits ultra bio, ultra contrôlés. Et cette filière, on est capable de la mettre en place en Polynésie. Donc la loi de pays aujourd'hui nous autorise à aller dans ce sens, à développer une filière de production en sachant qu'il va nous falloir importer des graines de qualité pour pouvoir les produire ici. Et puis après, il va falloir sécuriser la filière pour produire des produits justement de très très haute qualité. De grandes attentes et un projet revu à la baisse, l'association THC déplore que le gouvernement prévoit peu de place pour l'aspect médicinal du cannabis thérapeutique. La phase d'expérimentation, elle aussi, est considérée comme trop contrôlée par l'association. Elle n'autorise par exemple que 2 producteurs de cannabis par archipel. Pour nous, cette expérimentation ne servait à rien. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà toutes les données scientifiques, on a toutes les semences, toute la technicité internationale qu'il nous faut. Et nous, au syndicat, on est en relation avec ces personnes. On aurait pu gagner plus de temps. Toutes les dispositions qui ont été prises sont plus restrictives qu'en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour cultiver du chanvre en France, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu fais juste une déclaration auprès de l'agriculture, auprès de la gendarmerie. Chez nous, non, on est obligé d'attendre que le président et le conseil des ministres décident de qui va cultiver ce chanvre à 0,3%. C'est pour répondre seulement à une crainte des élus politiques. Mais dans le fond, elle n'est pas justifiée, clairement. Voilà. Le gouvernement a jusqu'au 23 janvier pour sortir ses arrêtés d'application et ainsi permettre le développement officiel du cannabis thérapeutique au Fénois. Alors, Moetai Broderson, le cannabis thérapeutique, c'était une promesse de campagne. Vous en étiez d'ailleurs un fervent défenseur déjà lorsque vous étiez député. Finalement, la montagne accouche-t-elle d'une souris ? Non, pas du tout. Les choses se font dans l'ordre et avec méthode. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent aller trop vite, qui veulent aller plus vite que la musique et qui veulent faire des choses illégales. Quand on parle de cannabis, on n'est pas en train de parler de tomates. On parle d'une plante qui a d'un côté des vertus extraordinaires et de l'autre est également un psychotrope suivant la variété qu'on cultive. Donc il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Nous avons depuis le début dit que dans une première phase, ce serait le CBD, donc qui est issu du chanvre à très très faible teneur en THC qui serait autorisé. C'est le cas, les arrêtés sont là. Qui n'a pas d'effet psychotrope, justement. Qui n'a pas d'effet psychotrope. Il n'est pas question pour le moment d'aller sur le terrain de variétés de chanvre qui contiendraient beaucoup de THC. Ça, c'est la variété psychotrope et c'est illégal. Donc il faut procéder avec méthode. Quand j'étais député, c'est un sujet que j'avais déjà étudié et déjà à l'époque, nous n'étions pas d'accord avec M. Anihia qui a sa vision des choses très embrumée. Puisque pour autoriser le cannabis à haute teneur, enfin teneur avérée en THC, il faut changer la loi au plan national. Dans l'actualité également, sans surprise, le haut-commissaire attaque au tribunal la délibération autorisant le président de l'Assemblée, Anthony Géros, à attaquer l'État s'il refuse d'ouvrir le dialogue sur la décolonisation. Le statut d'autonomie ne permet qu'au président du pays, c'est-à-dire qu'à vous, de le faire. Le ferez-vous ? Attaquer l'État, non. Discuter avec l'État, c'est ce que j'ai déjà entamé depuis l'an dernier. Je vais à Paris ce week-end pour rencontrer donc le nouveau gouvernement. Parmi ceux que je vais rencontrer, il y a le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe qui, fort heureusement, est demeuré le même, avec qui j'avais déjà entamé des discussions. L'objectif est de pouvoir entamer ce dialogue dès le mois de juin au comité des 24 à New York. Donc si seul le président du pays est habilité à attaquer l'État et que vous refusez de le faire, est-ce que l'Assemblée vous met un petit peu au pied du mur ?
avec cette délibération? Écoutez, cette délibération, depuis le début, quand elle a été examinée en commission, je l'ai précisé, qu'elle allait être attaquée et qu'elle allait être certainement invalidée. C'est une surprise pour personne, c'est un acte, je dirais, politique qui a été pris. Je pense qu'il n'y avait aucune certitude, et plus une certitude de l'inverse de la part de l'Assemblée. On peut appeler ça comme ça, mais il n'y avait aucune chance réglementairement et juridiquement que ça passe. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, depuis le début, j'ai favorisé l'option du dialogue. Je n'ai pas de raison d'attaquer l'État en justice puisque les choses avancent. Les derniers échanges que j'ai pu avoir donc, avec le ministère des Affaires étrangères vont dans le sens de la mise en place de ce dialogue. Donc voilà. Parce que la résolution de base, entre guillemets, c'est donc d'appeler l'État à ouvrir ce dialogue sur la décolonisation. L'opposition et une élue Tavini ont voté contre et demandé à consulter la population. C'était aussi une promesse de campagne du Tavini en 2023 de consulter la population sur des grands sujets de société. Est-ce que ça veut dire que la décolonisation, ce n'est pas un grand sujet de société ? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille l'aborder. Le Tavini a toujours posé la question de savoir si on avait été consulté quand on a été annexé. Je pense que la réponse, elle est connue. Et que donc, le droit à l'autodétermination, c'est un droit inaliénable qui existe. Donc, il n'y a pas... Si vous voulez, moi, ce que je ne comprends pas de la part des autonomistes, c'est que nous ne demandons pas l'indépendance. Nous n'allons pas demander l'indépendance à l'ONU. Nous allons demander la possibilité du choix. Le choix, il reviendra in fine à qui ? Aux Polynésiens et à eux seuls. C'est pas le Tavini qui va décider de l'indépendance. Pendant la campagne des territoriales, vous aviez répété que ces territoriales, ce n'était pas un référendum pour ou contre l'indépendance. Finalement, le Tavini remet le sujet sur la table. Mais c'est vous qui parlez d'indépendance. Nous parlons d'autodétermination. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah ben non. Merci, on vous retrouve dans un instant. On va écouter quelques avis des lecteurs. Alors que 2025 marque votre deuxième année de mandature, la cherté de la vie reste leur principale préoccupation. On en reparle juste après ces propos recueillis par Chiquita Teiva et Sandroli. Pas facile de baisser le coût de la vie en 1 an et demi de mandature. Et pourtant, c'est bien ce que la population attend du président Moetai Broderson. Et le changement ne semble pas être au rendez-vous. Ça n'a pas du tout avancé. Beaucoup de choses. C'est-à-dire la vie est chère. Alors après ils augmentent la taxe et il n'est jamais là à côté des petits Haïtiens. Il y a eu le changement mais ça n'a pas encore bien évolué. Mais la vie est toujours chère. Que tout a augmenté. Nous pêcheurs, moi vendeurs, je suis obligé aussi d'augmenter. Je ne peux pas laisser comme ça. Et on attend que ça baisse, et je ne vois pas du tout. Mais nous, on fait de notre mieux pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et on attend que ça baisse. La vie est tellement dure que nos jeunes courent vers la drogue, vers l'argent facile. Et on voit, ça fait mal. Le chômage, la drogue et l'alcool gangrènent la société polynésienne. Alors, quelle solution face à une jeunesse en difficulté ? Eh bien, il faut que le président cherche du travail, donne du travail aux jeunes. Voilà, tu vois, on voit bien ici, enfin partout, pas seulement enfin. Il y a des jeunes qui sont en train de vendre du paquet pour survenir à leurs besoins. Moi, je ne suis pas pour. Mais quand tu vois, ils sont en train de chercher un moyen pour avoir des sous pour manger, au lieu d'aller voler. Alors, j'aimerais bien que la politique entre dans les maisons, qu'il y ait plus de social. Peut-être pas dans les côtés riches, parce que moi, je fais du ménage. Je vois que les côtés riches, ils s'en sortent. Quand tu n'as pas d'argent, ça bouleverse le foyer. Mais quand tu as l'argent, tu peux te permettre de payer les docteurs, te permettre de payer tout ce qui est médical, psychologie et tout ce qui suit. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est très, très dur. L'accès des jeunes à l'emploi, la lutte contre la vie chère restent en 2025 des enjeux sociétaux majeurs. Alors, Monsieur le Président, concernant la vie chère, la réforme des PPN est une piste, de même qu'une véritable réforme fiscale. C'était dans le programme du Tavini au territorial de 2023, plus de justice sociale. Est-ce que pour 2025, vous formulez le vœu de mettre en application ces promesses de campagne ? Les textes sont prêts, ils vont être déroulés sur toute l'année 2025 et sur 2026, puisque c'est si vous voulez, c'est différents étages qu'il faut. On ne peut pas tout mettre en place au même moment. Nous avons un train de mesures fiscales donc, qui est prêt, un train de mesures du côté de la PSG, puisque les deux sont liés. On ne peut pas dissocier
la fiscalité de la protection sociale généralisée. Nous avons déjà commencé. Je rappelle quand même que nous avons restitué à l'économie et aux Polynésiens 9 milliards de taxes sociales, je ne veux pas dire TVA parce que ce n'était pas une TVA, que nous avons maintenu le prix des hydrocarbures, que nous avons contenu l'inflation. Quand j'entends certains dire que rien n'a été fait, bon, on peut le dire, mais les faits, eux, ils sont têtus. Donc et 2025 sera l'année des réformes. 2025 sera l'année des réformes. Nous avons déjà commencé. Pour les PPN, nous avons rajouté quelques produits là pour le début d'année, les citrons, les oranges, les pommes, l'agneau, les œufs, les haricots. Mais ça, c'est provisoire, puisque nous l'avons toujours dit, le système des PPN est un système qui est inéquitable, puisque vous comme moi, nous bénéficions des PPN alors que nous n'en avons pas besoin. Ceux qui ont réellement besoin d'être aidés, eux, il faudrait pouvoir concentrer les moyens sur cette population. Et donc, nous irons à terme vers une suppression des PPN pour les remplacer par cette fameuse carte Fatupu qui permettra de cibler les aides. Alors, un mot dans l'actualité également, puisque demain, la FRAPP annonce qu'elle déposera de nouveau un préavis de grève. Le dernier mouvement mi-décembre avait complètement paralysé les vols domestiques pendant 5 jours. Pourquoi le protocole d'accord n'a-t-il pas été respecté ? Je m'inscris en faux contre cette assertion, puisque le protocole d'accord a été respecté. C'est parce que dit la FRAPP que c'est augmenté que de 5 points ce qu'elle veut entendre, et je ne sais pas s'ils lisent le même français que le reste du monde. Donc ce soir, vous démentez, vous affirmez que le protocole est respecté. Il suffit de lire le protocole d'accord pour se rendre compte qu'il a été respecté à la lettre. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui n'avaient pas lu le préavis de grève précédent que sur les 18 points que comprenait ce préavis de grève, il n'y en avait aucun qui concernait les catégories D. Le sujet de la revalorisation des catégories D a été mis sur la table par le gouvernement. Donc il ne faut pas non plus... il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. On verra s'ils iront à la grève. Moi, ce que je sais, c'est que ça fait 3 fois qu'ils me posent un lapin, 3 fois qu'on leur propose des réunions qui ne viennent pas. Il y a eu deux fois pendant la première grève. Une fois, là, dernièrement, suite à la tenue du Conseil supérieur de la fonction publique. À un moment donné, il faut être sérieux aussi. Quand on est un syndicat sérieux, on vient au rendez-vous qu'on a soi-même fixé. C'est une sorte d'invitation que vous lancez ce soir ? Ma porte, elle est toujours ouverte. S'ils veulent venir ce soir à 22h, je suis là. Merci, Moetai Broderson. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ce dimanche marque l'Épiphanie, une fête chrétienne pour célébrer l'arrivée des rois mages, mais aussi un rendez-vous pour les gourmands. Comme chaque dimanche, plongé dans les archives de la télévision avec notre rubrique Fénois d'avant. En 1998, les galettes étaient classiques et traditionnelles. Valérie Criton. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Épiphanie, le jour où nous allons fêter la manifestation du Christ au roi mage en partageant la galette des rois. Tradition ancestrale qui connaît quelques variantes. Ainsi, la galette peut être briochée comme en Provence, aromatisée au cognac et aux zestes de citron comme dans le Bordelais, ou encore fourrée au coco comme à Tahiti. Mais pour les puristes, il n'y a qu'une seule galette. Nous, c'est avec de la frangipane, disons. C'est de la pure poudre d'amande, du beurre, du sucre et des œufs. Pour le tirage au sort, la piécette d'or et la graine d'antan ont laissé place à des figurines en porcelaine. Passage au four et la tradition se poursuit avec le rituel du partage, généralement bien apprécié. Et si la confection subit quelques changements, le prix, lui, reste stable. Tout ce que j'ai acheté, c'est le stock de 97, alors j'écoule mon stock et après, quand on prendra les nouveaux produits, on fera avec la TVA. Il ne vous reste plus qu'à perpétuer la tradition en emportant un de ces gâteaux des rois. Avant de refermer cette édition, nous vous en rappelons l'information principale. Une 50aine de personnes bloquées au fond de la vallée de la Punaru. Une portion de l'unique route a été emportée par les fortes crues de la rivière. Il ne reste qu'un étroit passage à emprunter à pied ou en 2 roues. Les riverains espèrent des réparations, mais surtout une solution durable sur ces terres dont ils ne sont pas propriétaires, vient de préciser le Moetai Broderson qui était l'invité de ce journal. À suivre, le film KO Bleed for This sur l'histoire vraie du boxeur Vinny Pazienza, puis le documentaire L'affaire Jeanne d'Arc. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Corinne Tehetia et Axel Mézinel. Demain soir à cette même place, 18h30 Tawariri, 19h Ayata Tarahu. Très belle soirée sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.